Bonjour, ici Emmanuel Dor. Je vais lire pour vous le texte Confidence de Georges Dor, paru dans le recueil Poèmes et chansons d'amour et d'autres choses, publié en 2003 aux éditions Bibliothèque québécoise. Bonne écoute. Confidence. Je suis né sur une autre planète, 11e d'une famille de 14 enfants, sur le chemin du Golfe, à Drummondville, le 10 mars 1931, un chemin qui devait être comme un rang de campagne à l'époque. Je n'ai pas connu 4 de mes frères et sœurs aînés, morts en bas âge. Nous étions donc 10 enfants dans la petite maison du village de Saint-Germain-de-Grantham, où j'ai vécu les 10 premières années de ma vie, mon enfance. Je suis né, vous dis-je, sur une autre planète, en d'autres temps, presque en d'autres termes. Je me demande en effet si les mots enfant, petite école, père et mère, pépère et mémère ont aujourd'hui le même sens qu'alors. J'en doute. Toujours est-il que sur cette planète de l'époque de la grande crise et de la grande noirceur, il n'y avait chez nous ni radio, ni téléphone. Il y en avait un chez Pépère Moïse, mais il était accroché au mur et j'étais bien trop petit pour l'atteindre. Ni journal quotidien, ni quoi encore. Il n'y avait pas, bien sûr, d'automobile, pas même de vélo. Il n'y avait pas non plus de piano dans la maison de mon enfance, mais il y en avait un chez Pépère Moïse, et il y en avait également un chez Pépère John Doerr dans le 8e rang. Les pianos de chez mes grands-parents étaient des objets fascinants auxquels nous ne devions pas toucher quand nous y étions en visite. Des ma tante en jouaient approximativement. Est-ce à cause de cet interdit que, depuis l'enfance, j'ai toujours eu un grand respect pour les pianos et une grande admiration pour les pianistes? J'aurais aimé être pianiste moi-même, mais sans devoir apprendre. En jouer comme on parle et comme on chante, tout simplement. Qui se souvient d'avoir appris à parler? J'en aurais joué mélancoliquement. J'aurais été le Chopin des pauvres, comme les chansonniers sont les poètes des pauvres. Des pauvres, c'est-à-dire du plus grand nombre. J'avais 9 ans quand un oncle fortuné apporta chez nous un appareil radio d'occasion, de marque Motorola, un meuble énorme avec un grand cadran de fréquence, circulaire et de couleur orangée. C'était en 1940, quelque temps avant les fêtes. J'eus alors l'occasion d'entendre à la radio, en personne, le Père Noël, le vrai, l'unique, celui que l'on n'a jamais vu. Je suis né sur une autre planète, vous dis-je, une toute petite planète de rien du tout, à peine plus grande que l'astéroïde du Petit Prince. Ce n'était pas la planète Terre, mais la planète père et mère, frères et sœurs, mon oncle et ma tante, la planète village et petite école. Une si petite planète que même les enfants étaient des petits-enfants et que leur nom était diminué en T-Georges, T-Pierre, T-Paul. Mais surtout, je suis né sur une autre planète où tout était uniformité en même temps qu'anonymat. C'est à peine si nos noms avaient quelque importance. Nous étions tous des petites choses, et de familles si nombreuses que nos mères mélangeaient souvent nos prénoms et avaient parfois du mal à nous nommer quand elles voulaient nous appeler personnellement. J'écris ces confidences au fil de mon ordinateur. N'est-ce pas assez dire comme je viens de loin? Moi qui ai appris à écrire avec une petite plume qu'on trempait dans l'encrier placé dans un trou du pupitre de classe, avec un transparent pour une belle écriture régulière, penchée à droite. C'est là que commence ma chanson, dans l'infinitude de l'enfance et plus loin encore, dans cette lointaine et malheureuse Irlande, dont je suis l'un des arrière-petits-fils en terre d'Amérique. Patrick Dor, puis John, puis René, puis Georges Dor, et puis mes fils et déjà mes petits-enfants. C'est cela, ma chanson. À 20 ans, j'ai laissé tomber le « E » muet de Dor, D-O-R-E, parce qu'on y mettait trop souvent l'accent aigu qui faisait doré, D-O-R-E accent aigu. Depuis, on met souvent une apostrophe. Les Dor, avec un E, ou Dor, D-O-R, n'ont pas de veine avec leur nom. Je viens donc de Saint-Germain-de-Grantham, sortie 170 de la route transcanadienne, non loin de Drummondville, et du chemin de Masca, 7e rang du village, qui menait à Yamaska puis à Sorel, au fleuve qui, lui, conduit à la mer.
Ce n'est que très lentement que j'ai fait le trajet du fin fond de mes terres jusqu'à la mer. Un jour que j'étais avec Suzanne Guitté, à coin du banc, elle me dit, pensive, « C'est beau, la mer. » « Oui, répondis-je, mais je trouve que ça manque d'arbres. » Voilà pourquoi, sans doute, je suis toujours revenu dans mes terres, à mes ormes dans la plaine ondulante, et plus loin encore, car il me semble avoir souvent fait le trajet à rebours à travers père, grand-père, et jusqu'à ce Patrick d'Or, venu d'Irlande en 1845. Mort en 1904, il est enterré au cimetière de Saint-Germain. Un siècle après son arrivée dans les concessions du canton de Grantham, on enterrait dans le même cimetière, en 1945, l'un de ses fils, John, mon grand-père. J'avais alors 14 ans. Au fond, ce siècle-là est le mien, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai toujours eu le sentiment d'en avoir été l'héritier direct et, pour ne rien vous cacher, je n'ai hérité que de cela. Mais n'est-ce pas le plus bel héritage? Qui peut se vanter d'avoir hérité ainsi de tout un siècle? Je crois bien avoir hérité aussi du caractère mélancolique des habitants de la lointaine et pauvre Irlande. C'est en partie à cause de cela que j'ai mis fin très tôt à ce qui aurait pu être une carrière de poète chansonnier. Dès mon premier voyage en France, j'ai su que je serais toujours malheureux ailleurs que chez moi. Je l'ai su aussi, certains soirs, en Abitibi, au Saguenay, à Vancouver ou ailleurs. Je n'étais fait pour aucun ailleurs. Mais revenons à Saint-Germain. J'ai 9 ans maintenant et je peux écouter la radio que le mononcle nous a apportée. Nous sommes en 1940. J'entends de la musique et des chansons qui ne sont plus celles que ma mère chantait. J'entends des voix lointaines qui ne sont plus celles des frères ou des sœurs, des mononcles et des matantes. On y parle d'une guerre qui se déroule ailleurs, très loin, en Europe. Tout est mystérieux et magique dans cette radio. Les paroles, la musique, la guerre. Mais surtout, tout y est si lointain et nous vivons encore sur la petite planète campagnarde et paroissiale que ma famille va quitter, quand j'aurai 10 ans, pour s'installer à Drummondville, où mon père travaillait en usine. Sur le boulevard Saint-Joseph, entre la Dominion Textile et la Canadienne Célanise, on entendait jour et nuit la rumeur des milliers de métiers à tisser. Pour la première fois, je voyais des maisons alignées le long de rues nombreuses et déjà sales et transversales. Déjà, la ville, fût-elle une petite ville de province, s'interposait entre l'enfance et la vie qui allait suivre. Drummondville, l'adolescence parmi des noms de rues dont on ne fait pas des chansons, Lindsay, Hériot, Brock, Cockburn. Drummondville, allez donc faire une chanson avec ça. La poésie de la plaine de Saint-Germain me devint d'autant plus précieuse, surtout que nous y retournâmes souvent en promenade chez Pépère Moïse, mon grand-père maternel, sur le chemin de Masca. J'y allais, l'été, conduire les chevaux, tandis que les 2 mononcles entassaient le foin que le chargeur automatique faisait monter dans la voiture. Du haut de la charrette, nous dominions l'univers. La plaine alentour s'étendait à l'infini et l'on voyait au loin les cheminées d'usines de Drummondville. Après avoir fait ma 7e année au Juvénat des Frères de la Charité, à Sorel, je me retrouvai à Chambly-Bassin, chez les Oblats. Je n'y fis que 2 années d'études classiques. Tout de même, un peu de latin et de grec, un peu d'histoire, juste ce qu'il faut pour savoir que le monde a commencé bien avant nous et pour aiguiser le goût de savoir. Pourquoi ai-je abandonné mes études si tôt? Il me semble que j'avais envie d'apprendre ce qui n'était pas dans les livres. Je l'appris bien vite, mais j'appris surtout qu'il y avait toujours quelque chose à apprendre. Cela m'a rassuré. Mes études interrompues, j'entrai comme ouvrier à la Canadienne Célanise, où je passai 5 années parmi les travailleuses et travailleurs d'usine sur les shifts 7 à 3, 3 à 11, 11 à 7. La jeunesse, la ferveur, les rêves les plus fous, les plus grandes amours, la découverte minutieuse des moindres recoins de la vie, la découverte aussi que la vie n'est pas un rêve, mais dure réalité. La jeunesse pourtant n'accepte pas facilement qu'il en soit ainsi, et c'est tant mieux.
J'engageai donc le combat entre le rêve et la réalité, dont j'ignorais alors qu'il est celui de toute vie humaine. Je travaillais donc à la chope, le mot usine ne faisant pas alors partie du vocabulaire québécois et encore moins du langage drummondvillois. J'aimais l'atmosphère de l'usine, le vacarme des métiers à tisser, le geste machinal d'enfileur de navettes, la chaleur, la sueur, le va-et-vient incessant des milliers d'ouvriers, l'aspect presque surréaliste des hommes que nous étions parmi cette machinerie, dure réalité qui rejoignait le plus pur poétique. C'était après la guerre, la grande deuxième. Le Québec sortait alors de son long Moyen-Âge. J'avais 17 ou 18 ans et j'allais danser le boogie-woogie à la Flèche d'Or de mon ami Raymond Darcy. Nous nous y retrouvions, les samedis soirs, une centaine de jeunes venus nous étourdir au son des grands orchestres américains. Les big bands de l'époque que le jukebox ne se lassait pas de nous faire réentendre. Pourtant, en même temps que s'imposait à moi, comme aux autres, la culture populaire américaine, se faufilaient à la radio des chansonnettes françaises, Charles Trenet, Georges Ulmer, les Sœurs Étienne, l'orchestre de Jacques Elian, Yves Montand et les si belles chansons de Cosma Prévert. C'était déjà, ou presque, de la poésie. Nouveau combat, non plus entre le rêve et la réalité, mais entre cette civilisation américaine envahissante, toute proche, et qui m'était d'autant plus accessible que mes racines irlandaises me rendent la langue anglaise très familière, et l'autre culture, française. Culture française, oui, mais pas celle de la langue maternelle. Non, l'autre, lointaine, européenne, quasi exotique et parée des mille feux de son antique prestige. La France. Qu'en était-il de ce pays lointain, de cette outre-mer patrie dont certains échos nous parvenaient parmi le vacarme nord-américain? Chansons, musique, poésie, théâtre classique, cinéma. La France, c'était encore certains films français que le Théâtre Capitole mettait à l'affiche à Drummondville, ceux de l'après-guerre. C'était le profil inoubliable de Michel Morgan, sa grande beauté racée comparée à celle plutôt fabriquée des actrices américaines. La France, c'était cette autre chose qui m'apparaissait si loin de ce monde de patates frites et les vinaigres, de coke et de hot-dog, dans lequel je vivais pourtant heureux. Cette autre chose, ces autres choses, confuses, appréhendées plutôt que connues, elles allaient m'être révélées par celui qui est resté, depuis, mon meilleur et mon plus grand ami, Gilles Leclerc. Fils d'ouvrier, comme moi, il avait fait de brillantes études classiques et son esprit encyclopédique me devint bien vite un phare. De quelques années mon aîné, il était aussi mon contraire, l'envers de ma médaille, l'autre versant de la montagne au sommet de laquelle nous nous rencontrâmes. Mais peut-être était-ce une colline, tant il est vrai que dans la plaine où je suis né, il suffit d'être sur la pointe des pieds pour voir le bout du monde. Ensemble, nous découvrîmes, chacun à sa façon, que cette plaine autour de nous, cette campagne québécoise, nos pères et mères, c'était l'autre culture, la troisième, la nôtre, ni française ni américaine, celle que nous chercherions désespérément à retracer, à inventer, à définir, à exprimer surtout et à assumer de toute manière. Coincé entre l'orchestre de Glenn Miller et la parade de la chansonnette française, un soir d'automne, à Drummondville, j'entendis à la radio de Radio-Canada une voix qui n'était ni française ni américaine, une voix rugueuse comme l'écorce de mes ormes dans la plaine, une voix que je crus reconnaître. C'était celle de Félix Leclerc, vaste et large comme la plaine et comme le fleuve qu'on suit patiemment jusqu'à la mer, secrète aussi, comme un ruisseau de montagne, une voix qui ressemblait à celle de Pépère Moïse, à celle des ancêtres, et qui semblait dire pour eux, « Ne nous oubliez pas, mais continuez le voyage sans vous attarder en chemin. Nous sommes d'hier et vous êtes de demain. » Je découvre en écrivant ces lignes que deux Leclerc, Gilles et Félix, sont à l'origine de ma liberté.
Nous avions à la maison un vieux tourne-disque et mon père, à la veille de mourir usé par le travail en usine, me demanda d'acheter un disque de Félix Leclerc qu'il avait entendu lui aussi à la radio. À cette époque, acheter un disque était un luxe qu'on ne se payait pas souvent, mais mon père voulait réentendre la chanson « Notre sentier ». Ainsi donc, le père et le fils se retrouvaient dans ce sentier, dans cette voie, V-O-I-E, dans cette voie, V-O-I-X. J'ai su plus tard que cette si belle chanson de Leclerc rappelait à mon père ses amours avec ma mère quand il courait à travers champs du 8e rang de Saint-Germain jusqu'au chemin d'Yamaska, le rang voisin, où habitait une jeune fille du nom d'Emilia Joyal. Une certaine pudeur m'arrête au bord du lyrisme que provoquent en moi ces souvenirs. Qu'il me soit toutefois permis de remercier ici Félix Leclerc, au nom du Père et du Fils, d'avoir écrit Notre sentier et d'avoir procuré à mon père des joies qu'il n'aurait su atteindre ni de Mozart ni de Rimbaud. Petit-fils d'Irlandais, mais fils de la terre québécoise, ces joies devaient lui venir d'un fils de cette terre dans laquelle ils reposent maintenant tous les deux, celle du Québec. Si mon père a reconnu cette voix à la fin de sa vie, si elle a été un baume sur ces dernières années douloureuses, je l'ai reconnue, moi, cette voix, dans ma jeunesse. Elle n'était pour moi que commencement, ouverture, prélude, et je n'en restais pas moins coincé entre mon américanité et ma québécitude. Les années 50 commençaient. J'avais 19 ans. Adolescent attardé dans ma petite ville de province, je n'en devinais pas moins que des changements profonds allaient s'opérer en moi et autour de moi, et je commençais à rêver du jour où je pourrais quitter ce coin de terre natale, élargir mes horizons. C'est alors que je rencontrai à Drummondville un Français, un vrai Français de France, mon premier Français, Albert Glass. Il fumait des cigarettes dont j'avais vu les paquets dans les films français, mais dont j'ignorais que l'odeur était aussi forte que celle du tabac à pipe de Pépère Moïse. Mais surtout, il venait de fonder une troupe de théâtre amateur à laquelle il m'invita à me joindre. Ce fut la révélation, le théâtre, le rêve, la liberté. S'exprimer, vivre enfin. Au bout d'une année, je m'inscrivis au cours de Madame Lucie de Vienne-Blanc, à Montréal, où je me rendais une fois la semaine. J'y rencontrais des garçons et des filles dont j'enviais la désinvolture. J'avais tout de la campagne et ils avaient tout de la ville. De l'usine où j'étais prisonnier, je m'échappais donc, une fois la semaine, pour découvrir que d'autres êtres avaient les mêmes goûts et nourrissaient les mêmes rêves que moi. À l'automne de 1952, mon ami Gilles Leclerc et moi arrivons à Montréal, où nous nous installons dans une chambre sous les combles d'une grande maison de l'avenue Maplewood, devenue depuis le boulevard Édouard-Montpetit, juste en face de la tour de l'Université de Montréal. Le seul fait de me voir ainsi entouré d'étudiants d'université me semblait être un privilège, et, à force de les voir monter et descendre les marches menant à l'école du Haut-Savoir, il me semblait que j'étais en droit de m'attendre moi-même à l'obtention de quelques diplômes. Je n'avais toutefois jamais rien fait d'autre que d'enfiler les navettes des métiers à tisser de la Canadienne Célanise, et il n'y avait pas de diplôme en poésie. Je m'inscrivis au cours du soir, à l'atelier du Théâtre du Nouveau Monde, et mon copain Leclerc entra en lettres à l'université. Mais je devais gagner mon pain. Je fus tour à tour la doublure de Gratien Gélina durant 6 semaines de tournage du film Ticoc, annonceur de radio au poste CHLP, coupeur de prélat chez Dupuis et Frères, portier à l'Hôtel-Dieu, manœuvre dans l'industrie de la construction. Durant cette année passée à Montréal, je connus les poètes et les peintres qui fréquentaient la Petite Europe et autres endroits du même genre où nous nous retrouvions, sans le sou, mais heureux comme tous les bohèmes de tous les temps. C'est alors que je connus Gaston Miron, qui devint un ami, et la toute jeune Michel Lalonde, et les jeunes acteurs qui étudiaient à l'atelier du TNM. L'année suivante, vite convaincu que je n'étais pas fait pour le métier de comédien, je quittai Montréal pour l'Abitibi, où je devins annonceur de radio à Amos, une toute petite ville charmante traversée par la rivière Aricana. C'est là que je connus le poète Claude Rousseau,
qui devint un grand ami et que j'allais revoir beaucoup plus tard à l'hôtel du Prince Noir, sur la rive sud, en face de Montréal, où il habitait avec Alfred Desrochers. C'était quelques années avant la mort du poète de « À l'ombre de Larford ». Partout, toujours, il me semble que la poésie me poursuivait, celle des autres et celle que je ne pouvais pas faire. À Amos, alors que j'avais 22 ans, les nuits claires de l'Abitibi et leurs aurores boréales, multicolores et sonores, me comblaient d'aise. Mais je rêvais surtout de me rendre à Paris, et pour cela il me faudrait des sous que les minables salaires d'annonceur de radio ne m'auraient pas permis d'accumuler. J'acceptai donc l'offre qu'on me fit d'aller travailler comme commis de bureau au barrage de la Bercy-Miss sur la Côte-Nord. On me promettait d'y faire fortune. C'est ainsi que je passai un hiver à Bercy-Miss, où travaillaient alors des milliers d'hommes, et c'est en me souvenant de ces hommes privés de toute présence féminine que j'écrivis, bien plus tard, la chanson La Manique, qui allait me propulser du jour au lendemain dans le monde du spectacle. Janvier 1954. Maurice Duplessis régnait sur le Québec et son union nationale faisait encore la pluie et le beau temps. Mais elle commençait aussi à faire de l'électricité. Durant cet hiver à Bercy-Miss, j'ai vécu des heures privilégiées de solitude et de solidaritude, d'amitié, de rêves doux et de rude réalité. Il m'est arrivé à quelques reprises d'écrire des lettres d'amour pour des ouvriers illettrés. On me demandait généralement cette faveur après avoir pris quelques bières à la taverne du chantier. Janvier, février, mars, avril 1954. Un soir, dans le local qui servait de salle de cinéma, je vois un film de Daniel Darieux. L'envie de revenir à la civilisation me prend soudainement. L'apparition de l'actrice dans cette contrée sauvage, sa grande beauté raffinée, évoquèrent en moi le souvenir de visages féminins, tous parés des charmes que l'éloignement donne aux êtres et aux choses. Le lendemain, un soleil éclatant de printemps inondait le creux des montagnes de Bercy-Miss et je décidai de partir le jour même. Quelques semaines plus tard, j'entrai à l'emploi du poste CHLN à Trois-Rivières. Ah, le fleuve, le lac Saint-Pierre, la cathédrale, ses grandes orgues et ses vitraux, la rue des Ursulines et la rue Bonaventure, et des amis. Pierre Bourgault, Raymond Lebrun, André-Élise Payette, Silvio Saint-Amand, les compagnons de Notre-Dame. Pour la première fois depuis que j'avais quitté l'usine à Drummondville, je me retrouvais dans un univers envoûtant. Avec Jacques Dufresne et des amis, nous faisions une émission hebdomadaire intitulée « Poèmes et chansons » que nous enregistrions la nuit. Embauché comme annonceur, une extinction de voix m'obligea à accepter un poste de rédacteur de nouvelles, métier que j'allais longtemps pratiquer. J'aimais beaucoup la ville de Trois-Rivières, ses vieilles rues et ses vieux quartiers, le fleuve toujours si près et les coteaux d'où l'on peut voir la ville s'étendre magnifiquement à nos pieds. J'aimais aussi, comme il se doit, les jeunes trifluviennes en général et quelques-unes en particulier. Je les appelais toutes très fluviennes. C'est de Trois-Rivières que je vins avec des amis voir Gérard Philippe dans le Cid de Corneille au théâtre Saint-Denis. Je n'ai jamais entendu personne chanter aussi bien, aussi juste et aussi somptueusement que Gérard Philippe. Quelle soirée, quelle émotion et comment n'aurions-nous pas été, nous aussi, percés jusqu'au fond du cœur? Curieusement, c'est après avoir vu Gérard Philippe sur scène que me vint le goût d'écrire des chansons, ou plutôt des poèmes qui seraient chantés. La nuit, dans ma chambre de la pension Tourigny, j'écrivais de la poésie et je lisais les poètes, Apollinaire, Éluard, Superveille, Aragon, ceux qui ont écrit avec des mots familiers. C'est à Trois-Rivières que je publiai, à compte d'auteur, mon premier recueil de poèmes, Éternelle saison. 200 exemplaires miméographiés sur les presses des compagnons de Notre-Dame et brochés à la main avec des amis. Pierre Bourgault avait exécuté le dessin de la page couverture. Nous nous reprochions tous les deux d'avoir fait, lui, un mauvais dessin et moi, de très mauvais poèmes. À défaut de grandes choses,
je crois me souvenir que nous nous félicitions d'avoir fait au moins quelque chose. Au bout d'une année remplie d'expériences exaltantes, je quittai CHLN pour aller travailler durant 8 mois au poste CHLT à Sherbrooke. C'était à l'été de 1955. Autant la vie à Trois-Rivières avait été passionnante, autant elle fut morne à CHLT, d'où je m'enfuis littéralement, l'hiver suivant, vers Québec, où j'entrai à l'emploi du poste CHRC. Entre-temps, une jeune fille de Montréal, Margot Jacob, que j'avais connue 5 ans auparavant, était devenue ma fiancée. Québec, juin 1956. Je suis marié à Margot. Nous habitons un tout petit logement de la rue des Guyons, près du Palais Montcalm et de la très belle place qu'on a depuis défigurée. Nous découvrirons, Margot et moi, les charmes de la ville de Québec en y faisant de longues promenades, et nous irons à quelques reprises à l'île d'Orléans. J'écris toujours des poèmes. Un soir, dans le petit appartement de la rue des Guyons, de jeunes Québécois se rencontrent chez moi pour discuter de la fondation d'une maison d'édition de poésie, Raoul Roy, Jacques Cable, d'autres dont j'oublie les noms, et un dénommé Gilles Vigneault. C'était en janvier 1957, à Québec, à la veille de ce qu'on appellerait la chanson québécoise, à laquelle je n'imaginais pas alors devoir un jour prêter ma voix. Margot et moi attendions notre premier enfant. Il vint au monde le 2 février 1957. J'avais un fils, nous avions un enfant, seule réponse à l'éternelle question de la vie. J'aimais ma femme, mon fils, la vie, mais j'aimais moins la ville de Québec. L'envie me prit de revenir à Montréal, où j'avais vécu mes premières heures de liberté. J'entrais alors au service du téléjournal de Radio-Canada. J'allais y rester 10 ans. Autodidacte, me voici dans un milieu de travail où foisonnent les diplômés d'université. Rappelez-vous la tour de l'Université de Montréal. Je n'ai jamais eu l'âme d'un journaliste, mais au téléjournal d'alors, le milieu de travail me plaisait. À Montréal, je redécouvrais ce cosmopolitisme que j'aime, le choc des idées, puis mon ami Leclerc et aussi Gaston Miron, qui avait fondé la maison d'édition de poésie rêvée, l'Hexagone. En septembre 1959, en rentrant de vacances en Gaspésie avec Margot, j'apprends la mort de Maurice Duplessis. Ça y est, un mécanisme est déclenché qu'on appellera bientôt celui de la Révolution tranquille. J'entends à la radio les premières chansons de Gilles Vigneault, celles aussi de Jean-Paul Fillion. Mais c'est toujours et encore la poésie qui m'attire, et mes amis sont des poètes, Miron, Gilbert Langevin, le très jeune Claude Péloquin, Joan Garcia. Mais la chanson régnait de plus en plus, et comme ma poésie ne volait pas très haut, je voulus lui donner des ailes et j'en vins à me résoudre à la faire chanter. L'idée ne me plaisait guère. Je voulais être poète, comme ceux dont je lisais les œuvres dans la collection Segers. Je voulais entrer en rapport intime avec quelques êtres humains. L'affection secrète et fidèle de quelques-uns m'apparaissait préférable à l'adulation explosive et capricieuse de la foule. Mais je devins poète chansonnier. Voici comment les choses se passèrent. Un jour de l'automne de 1964, ma script assistante au téléjournal, qui s'occupait de théâtre amateur, me dit qu'elle organise 2 soirées de chansons au lycée Da Silva. Je lui réponds, en boutade, que j'écris moi aussi des chansons. Elle me provoque, m'invite à participer à ces 2 soirées de jeunes chansonniers. Je lui demande quelques jours de réflexion et, rentré à la maison, je fouille dans mes cahiers, je rapaille quelques textes dont je fais mes premières chansons et j'accepte finalement de prendre part aux 2 soirées en question. Mais il y a un inconvénient de taille. Je ne joue d'aucun instrument et je ne connais pas de musicien. Des notes me trottent dans la tête, des airs simples, simplistes même, s'accordent avec des paroles et cela ressemble à des chansons. C'est ainsi que je chantais devant le monde, la première fois, a cappella, debout derrière une chaise sur laquelle j'avais déposé les textes de 3 chansons, chaise qui me servit à la fois de lutrin et de point d'appui en cas de défaillance. Après la soirée, l'un des participants, un jeune étudiant guitariste, m'offrit de m'accompagner le lendemain. Le tout se déroula un peu mieux, mais ce que je craignais arriva. Des confrères de travail du téléjournal, informés de mon aventure, se trouvaient dans la salle.
L'un d'eux, Yves Leclerc, devenu ensuite journaliste à la presse, suivait alors de très près la chanson québécoise naissante et m'offrit de me présenter à Gilles Mathieu de la Butte de Val-David. Le 4 décembre 1964, il neigeait à plein ciel dans les Laurentides. Je n'avais jamais mis les pieds dans une boîte à chansons. À côté du poêle à bois, dans le petit hall d'entrée de la butte, je fredonnais quelques chansons à Gilles Mathieu. Il m'invita alors à faire la première partie du spectacle de Monique Lérac à sa célèbre boîte le 31 janvier suivant. Une grande foule vint ce jour-là entendre la grande chanteuse et j'eus bien du mal à entonner, mais l'entonnai-je, la première des 4 chansons que Mathieu m'avait demandées. La soirée fut un triomphe pour Monique Lérac et un cauchemar pour moi. Je décidai, l'été suivant, d'ajouter un mois de congé sans solde à mes vacances et d'animer une boîte à chansons à Chandler, en Gaspésie. C'est là que je vis, pour la première fois, Gilles Vigneault sur scène. Il était alors au sommet de sa popularité, sorte de demi-dieu ambulant, acclamé partout au Québec dont il incarnait le renouveau, la renaissance. Après quelques semaines à Chandler, nous déménageâmes nos pénates à Percé, dans un petit café qui s'appelait l'Étrave. Ce premier été à Percé, avec femme et enfants, nous en avions alors 3, et toute cette jeunesse autour de moi fut furtive en émotion, en difficulté et aussi en émerveillement. À la fin de l'été, il m'était devenu possible de communiquer avec un public. À la fin du mois d'août, nous rentrâmes à la maison et je repris mon travail de réalisateur au téléjournal. Christian Larsen, que j'avais connu au cours de l'été à Percé, m'offrit de faire un micro-sillon chez Gamma, mais je refusai, car je ne me croyais pas prêt. Je chantais parfois, les fins de semaine, dans de petites boîtes à chansons, et l'été suivant, profitant de mes vacances, je retournai à Percé pour y chanter 2 semaines au Centre d'art de Suzanne Guittet. Nous étions alors en 1966 et, à l'automne, j'acceptai de faire un premier micro-sillon pour la maison Gamma. Le disque sortira à la mi-décembre. Après les fêtes, la Manique tourne plusieurs fois par jour dans tous les postes de radio du Québec et grimpe rapidement en tête de tous les palmarès. Je suis toujours réalisateur au téléjournal. À la maison, le téléphone ne dérougit pas. Janvier et février passent. Le 10 mars suivant, jour de mes 36 ans, je me retrouve à la butte à Mathieu, cette fois en vedette, mais toujours à l'emploi de Radio-Canada et pas encore décidé à faire carrière, l'aurais-je vraiment été, et je me présente sur scène ignorant toujours les lois du monde du spectacle. Comble de malheur, au beau milieu de la Manique, que les gens attendent avec impatience, mon jeune pianiste, Jean-Claude Tremblay, victime d'un malaise, s'évanouit. Oui, absolument vrai. On le transporte hors de scène, il se remet et le spectacle continue. J'écris le spectacle, mais ce n'en était pas précisément un, et j'imagine aujourd'hui la déception de ce public venu assister au triomphe de l'auteur de la célèbre chanson. Qu'importe, le temps passe et la sonnerie du téléphone retentit toujours à la maison. Mon jeune pianiste et moi, nous faisons les boîtes à chansons. Cela m'amuse de me promener ainsi, en amateur, en troubadour, mais malgré moi, tout cela prend une ampleur imprévue. 100 045 tours de la Manique et 25 000 micro-sillons, cela fait des sous. Et moi qui n'en ai jamais eu, que faire? Ne pouvant obtenir le congé sans solde d'1 an que je demande à mes patrons, d'accord avec ma femme Margot, je décide de quitter mon emploi pour faire de la chanson. 1967, c'est l'été de l'exposition universelle. L'attention de tout le Québec est tournée vers cet événement. Un important impresario m'offre de s'occuper de moi et de ma carrière, mais je refuse. Cela ressemble trop à une affaire. J'ai su, plus tard, que la chanson, fût-elle poétique et québécoise, était une affaire. Dès lors, m'échappent les contrats lucratifs et, surtout, le préjugé favorable qu'entretiennent les relationnistes professionnels. Qu'importe, ayant toujours vécu simplement, le moindre cachet m'infortune. Alors que je suis à Percé, au cours de l'été, je reçois un appel de Michel Gélina. On m'offre de chanter à la Comédie canadienne.
Mais que diable irais-je faire là, dans ce temple des grands de la chanson québécoise et française? Et avec qui? Et avec quoi? Je n'ai pas encore secoué la terre noire de Saint-Germain collée à mes semelles. Je n'ai jamais chanté avec d'autres musiciens que ce jeune pianiste. Je rentre à Longueuil. On m'invite à chanter au pavillon de l'Union soviétique. Là, un commissaire du peuple m'entretient des dangers de tous les nationalismes et me fait part de son inquiétude d'avoir vu tant de drapeaux fleur-de-lysée lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Je lui rappelle que ce sont nos seules armes, bien inoffensives à comparer à celles que l'on voit défiler sur la place Rouge le 1er mai. Mon commissaire du peuple parle un français impeccable, tout comme le guide féminin que l'on a mis à ma disposition et qui a le seul défaut de ne pas s'appeler Natacha. Je fais donc une émission de télévision pour laquelle on m'offre un cachet que je refuse obstinément, expliquant qu'un Québécois peut bien chanter généreusement pour le peuple soviétique. On m'inonde alors de cadeaux que j'accepte volontiers, mais je refuse l'offre qu'on me fait d'aller chanter en Union soviétique à cause de mon incapacité à subir l'éloignement de mes amours, femmes et enfants, et aussi cette vaste parenté dont je suis québécitaire. Passe l'automne et vient l'hiver. En même temps qu'un deuxième disque, les éditions de l'Hexagone publient Poèmes et chansons 1. Et, en février, je me retrouve sur la scène de la Comédie canadienne, avec 5 musiciens sous la direction de François Cousineau. Voilà, j'étais lancé pour de bon. La chanson me valut, durant quelques années, de faire à plusieurs reprises le tour du Québec et d'aller un peu partout où se trouvent ce qu'on appelle des minorités canadiennes-françaises, de Halifax à Vancouver. Mais surtout, elle me permit de voir enfin la France. Invité à chanter lors d'un congrès des clubs Richelieu, à Cannes, à l'automne 1968, les circonstances voulurent que mon grand ami Gilles Leclerc, ainsi que Gaston Miron et André Payette, fussent du voyage. La France. Je me souviens d'un avant-midi où, hypnotisé par le charme du vieux port de Nice inondé de soleil, Payette, Miron, Leclerc et moi, ivres de beaucoup d'amitié et d'un peu de pastis matinal, nous n'arrivions pas à nous décider à poursuivre notre route. Je me souviens de ces 2 jours passés à Marseille, dans un petit hôtel du Vieux-Port que Pagnol a rendu mondialement célèbre, et aussi de cette journée à Arles, de cette promenade dans la cour intérieure de l'abbaye de Saint-Trophime, de l'euphorie qui nous faisait entonner des chants grégoriens, souvenirs de nos années du collège. C'était en septembre, à la veille des vendanges, et les vignobles débordaient de ces nobles raisins qui font les vins les plus célèbres du monde. Mais bientôt me prit l'envie irrésistible de voir Paris, dont nous nous rapprochions chaque jour davantage, avec au cœur un pincement indéfinissable. Nous y arrivâmes enfin, dans ce Paris chanté sur tous les tons depuis des siècles, par un après-midi ensoleillé d'automne, et mes amis me guidèrent tout droit là où je voulais d'abord aller, Notre-Dame de Paris. Je pensais à mes ancêtres, à mon père, qui n'aurait jamais eu le bonheur de voir ce chef-d'œuvre qui l'aurait tant ému. Quelle importance pouvais-je bien accorder à la chanson-spectacle au milieu de tant de merveilles? L'impresario Jacques Canetti m'attendait à Paris, où il voulait faire de moi une vedette de la chanson. Je lui laissai bien vite savoir mon peu d'enthousiasme pour la vie que m'obligerait à mener ce qu'on appelle une carrière, et, après une semaine de merveilleuses flâneries dans la ville lumière, je rentrai avec joie à Longueuil. À toute fin utile, tout allait s'arrêter là. Certes, je chantai à nouveau à la Comédie canadienne, et je fis de nombreux autres spectacles, mais je ne suivis plus jamais le courant de la chanson, non plus que celui du monde du spectacle. J'avais des amis peintres et poètes. En 1972, j'ouvris une galerie d'art à Longueuil. Puis, en 1975, j'achetai une ferme au pays de mon enfance, à Saint-Germain-le-Grand-Tam, et, l'été suivant, j'y ouvris un théâtre d'été. Avec mon oncle Alcide Joyal et Ernest Allard, nous en fîmes un beau lieu dans la plaine. Cela m'obligea à écrire de petites comédies. Certaines obtinrent beaucoup de succès, et 2 d'entre elles devinrent des téléromans, L'âme sœur et Les moineaux et les pinsons. Cette dernière obtint un immense succès populaire. Mais surtout,
Les enfants avaient grandi, ils étaient devenus jeunes hommes et jeunes femmes, et moi, je devins grand-père. De Pépère Moïse à moi, du premier au dernier couplet de ma chanson, la boucle était bouclée. Note. La chanson a pris au Québec, dans les années 60, une place d'autant plus grande qu'il y avait ici un vide à combler, aussi bien au plan intellectuel qu'affectif. Si je me suis souvenu des premières chansons de Félix Leclerc, que mon père écoutait avec attendrissement, c'est précisément parce qu'elles libéraient une affectivité trop longtemps brimée, comprimée, que ne satisfaisaient plus les couplets édifiants de la bonne chanson. Chez les pères, ce serait l'occasion de rattraper un peu, beaucoup de temps perdu, tandis que ce serait, pour les fils, le signal de départ d'une libération affective. Le fictif et l'affectif. Les gens d'ici attendaient donc des chansons nouvelles et les poètes chansonniers leur en feraient, de toute manière, au pic et à la pelle, s'il le fallait. Cela coïncidait avec l'avènement, chez nous, de la société dite de consommation, et les chansonniers devinrent bientôt les porte-étendards du Québec. Les commerçants en firent vite leur affaire. La chanson se vendait comme des petits pains chauds, sous toutes ses formes, disques, livres, spectacles, voire films qu'on tourna sur ses vedettes. À une époque où toutes choses sont à peine effleurées, la chanson ne pouvait ne pas régner en maîtresse, elle qui est effleurement, elle qui est fleur au lieu que d'être arbre. Pendant que lentement pousse l'arbre, se fanent les fleurs. La chanson est spectacle, la poésie est réflexion. Georges Dore.